Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast Les mots sans papier. Aujourd'hui, faut-il regarder ces 4 nouveautés VOD The House of Gucci, Kingsman, Alerte Rouge et Spider-Man No Way Home. Sans transition ou presque, je vous laisse avec l'émission. Spider-Man No Way Home. Alors, il faut savoir que ça fut l'un de mes premiers Marvel. Moi, je suis pas vraiment fan de cette franchise parce que j'ai toujours trouvé que c'était trop rapide et aussi très chronophage. Il faut savoir que moi, je suis une vraie fangirl, c'est-à-dire que si j'aime quelque chose, je vais tout regarder. Et je n'ai tout simplement pas le temps de regarder tous les Marvel. Donc, j'avais pas spécialement envie de le voir. Les Spider-Man, c'est quand même ma jeunesse, c'est-à-dire que je les ai tous vus. Sauf ceux de Tom Holland, justement. On va en parler juste après. J'ai juste accompagné mon frère. Donc Tom Holland, moi j'avais encore en tête Andrew Garfield, puisque c'était les derniers que j'avais vus. Andrew Garfield que j'avais adoré. Eh bien, j'ai été agréablement surprise par Tom Holland. Il joue bien, il est jeune et vif, et surtout, en fait, je trouve que le personnage lui va parfaitement bien. Je me suis adaptée plutôt facilement à ce nouvel acteur. Après, j'ai regardé les autres. Et on voit bien son évolution, vraiment, il a commencé, il était tout petit. J'ai aussi pu retrouver Doctor Strange, qui est Benedict Cumberbatch, un acteur que j'adore. C'est un acteur britannique, poilant et profond, avec cette classe et ce flegme incroyable, que j'avais découvert dans la série Sherlock, et que j'avais vraiment adoré. J'avais regardé toute la série en une semaine, ça m'avait vraiment plu. Du coup, niveau acteur, j'ai été plutôt gâtée. Là, je vais vous faire le résumé. Normalement, il n'y aura pas de spoiler, mais si jamais vous comptez le voir, n'hésitez pas à passer d'1 minute et demie, voire 2 minutes, pour éviter un risque minime de spoiler. Dans ce nouveau volet, Peter Parker a bien des problèmes. Et pour cause, Mysterio a révélé son identité au reste du monde. Son quotidien se métamorphose et il fait face à d'autres menaces, les journaux et la police. Avec MJ, sa petite copine, et Ned, son ami, ils sont refusés à toutes les universités et passent leur temps à éviter de nombreux paparazzis. Peter est pris de culpabilité et de remords et il se rend chez Doctor Strange pour lui demander de modifier le passé à l'aide d'un de ses sortilèges. Cependant, lorsque le multivers, soit les réalités parallèles, s'en mêlent, cela peut vite devenir compliqué. Alors, je suis rentrée vite dans cet univers compliqué qu'on hérite à la fois des anciens Spider-Man et de Doctor Strange avec ce côté hypnotique. Alors visuellement, c'est une prouesse, avec les couleurs vives et flashy et les pouvoirs fantastiques de Doctor Strange. On est vraiment dans un autre monde en fait. Moi, c'est un univers qui m'a extrêmement plu, m'a particulièrement touchée. D'ailleurs, j'ai regardé quasiment tout de suite après les Doctor Strange justement. Avec la VOD, plus peur de se mettre trop près de l'écran parce que je vous avoue que moi, les scènes d'action très rapides, ça peut me donner mal à la tête. Et au cinéma, c'était parfois un petit peu embêtant et difficile à suivre. Heureusement, il y a les bons cadrages et l'imagination qui rattrape un peu. Zendaya, elle est toujours aussi resplendissante et talentueuse. Willem Dafoe, il était parfait, mais alors vraiment parfait en beau fond vert machiavélique et torturé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on avait le droit à des cris à chaque entrée d'acteur. Vraiment, l'ambiance dans la salle, elle était géniale. Donc bon, ça vous ne l'aurez pas, c'est dommage, mais ça c'était vraiment un plus. Pour apprécier ce film, il faut quand même avoir quelques bases Marvel. Avoir vu les Spider-Man, ça aide, et les Doctor Strange aussi d'ailleurs. Moi je les ai vus plus tard, du coup c'est vrai que j'ai compris des choses. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mélange entre un casting vraiment très satisfaisant et un peu de nostalgie, un univers vraiment génial, parfois un peu compliqué à comprendre, surtout quand on n'a pas vu les autres films de la franchise, mais il y avait un sacré équilibre. C'est un film que je vous recommande si vous êtes friand des Marvel, à mon avis vous l'avez déjà vu, ou alors si vous voulez juste vous éclater avec vos potes, ou voilà.
Nous passons maintenant à Kingsman Première Mission, à voir ou à éviter. Dans ce nouvel opus sur cette agence secrète indépendante à mi-chemin entre la légende du roi Arthur et les gadgets ultramodernes, on ne suit plus Galahad, donc on ne voit plus Colin Firth ou Taron Egerton, à mon plus grand regret, mais on a le droit à Ralph Fiennes et en gros aux origines de la saga. Donc ici pas question d'agence, pas question de tailleur, mais plutôt question juste du passé et de la naissance de cette organisation. Dans les deux premiers, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est le mélange qui était parfait entre toutes ces légendes, avec les noms hérités des légendes de la table ronde, et avec cette modernité extrême qui n'a vraiment rien à envier à James Bond. D'ailleurs, avec leurs costumes et leurs tailleurs sur mesure, et leur accent aristocratique impeccable, ils sont vraiment très classe et très drôles. Les cadrages et les scènes sont tournés de façon comique dans les 1 et les 2. Et c'était vraiment, en fait, on voit que c'est une critique permanente de la société. Ici, ce que je comptais retrouver, c'était ça. Une part de burlesque, jumelée à d'impressionnantes scènes d'action, avec des performances d'acteurs plus ou moins réussies. D'ailleurs, même si j'essayais de noyer mon désespoir de ne pas retrouver les protagonistes avec le jeu de Ralph Fiennes, c'était pas tout à fait la même chose. Du coup, jusqu'à la moitié du film, j'ai été déçue. Pas parce que c'était un mauvais film, mais parce que c'était pas ce que j'attendais. C'était trop violent, c'était écœurant avec les bruitages réalistes. Dans le premier et le deuxième, les bruitages ils apportent quelque chose, c'est-à-dire que tout est tourné de façon comique et burlesque. Même les scènes violentes apportent quelque chose. Ici j'avais juste l'impression que c'était de la violence pour de la violence. Tout ce qui est répugnant ne contribuait pas au comique comme avec les deux autres. On est plongé pendant la Première Guerre mondiale, avec entre autres l'archiduc Ferdinand, Lénine et Raspoutine. En fait, on se serait presque cru dans un film historique si certains événements ne détournaient pas la vérité. De quoi faire s'arracher les cheveux des férus et des professeurs d'histoire, me direz-vous. En fait, j'avais juste l'impression de m'être trompée de film. C'était vraiment pas la même chose. Je me suis surprise à dire à ma mère « On s'est pas trompé de salle ?» Heureusement, au bout d'une heure et demie, j'ai commencé à voir des références à la saga, à comprendre le passé de l'organisation, à faire des théories même. En fait, ce film, il aurait dû s'appeler Kingsman les origines. Ça aurait été beaucoup plus simple et transparent sur le contenu. Ma mère et mon frère, par exemple, ils ont bien aimé ce film, mais ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. Ils ont seulement regardé un bon film d'action, mais qui ne restera pas spécialement dans leur mémoire. Moi, j'ai observé la création d'armes emblématiques de la saga, le rôle de certains personnages déjà présents, ou alors même encore le whisky Statheisman qui prend déjà de l'importance, alors qu'on n'en parlera que dans le deuxième. En fait, cela m'a surtout donné envie de revoir les deux premiers, et de les faire découvrir à ma famille, ce que j'ai fait. Je retiendrai surtout le jeu de Ralph Fiennes qui m'a fait encore découvrir une nouvelle facette de sa personnalité et il sauve la mise, il faut le dire. En fait, si vous devez louer un film, je vous recommande surtout de regarder le premier et de vous faire votre propre avis sur cette saga. Dernière petite précision à ceux qui auraient envie de le louer sans avoir vu les deux autres. Ne partez pas du principe que Kingsman est violent, tragique et triste, car en réalité c'est une série de films presque burlesques, avec de magnifiques cascades, des moments touchants. Ensuite, parlons de cette histoire que tout le monde connaît, ou du moins cette fameuse marque, Gucci. Lors de ce film, nous sommes plongés dans la vie de Maurizio Gucci, qui est interprété avec brio par Adam Driver, et qui est le fils de Rodolfo Gucci dans le film, interprété par Jeremy Irons, un de mes acteurs préférés. Maurizio est un homme solitaire qui préfère passer sa vie à lire dans une bibliothèque plutôt qu'à travailler. Pour cause, il a beaucoup d'argent et il n'a pas besoin de travailler. En tout cas, ça c'était avant de rencontrer Patricia Reggiani. Lorsqu'il la rencontre dans un bar, c'est le coup de foudre entre Lady Gaga, qui joue ce personnage, et Adam Driver. Pour elle, il défie son père malade, se met à travailler et il se marie d'ailleurs. Patricia commence à devenir attirée par l'argent et par le pouvoir que le couple possède. Lorsque Maurizio reprend la tête de Gucci et qui pique des créations de son cousin styliste,
c'est grâce ou à cause d'elle qu'il le fait, parce qu'elle tire les ficelles de Maurizio. Après plusieurs années, ils se séparent parce qu'il y a beaucoup de disputes à propos de l'héritage. Et après une garde non partagée de l'enfant, c'est une guerre froide qui s'installe entre deux. Plus un mot, plus une rencontre, et Patricia pense encore que Maurizio va revenir vers elle. La tension monte jusqu'à l'inimaginable, l'assassinat de Maurizio. Et le meurtrier est aussi étonnant que prévisible. En ressortant de la salle, j'étais presque euphorique. Il y avait beaucoup de choses qui m'avaient plu, que ce soit cette histoire vraie qui mêle amour, trahison et conflit, ce casting plutôt satisfaisant ou alors cette intrigue prenante. J'avais vraiment eu ma dose d'émotion et de plaisir. Mais ensuite, j'ai commencé à être déçue par le jeu de Lady Gaga tout d'abord, qui peine à bien nous montrer son jeu, où il y a seulement quelques scènes où elle joue de façon juste. Et puis aussi par le fait qu'on ne parle pas assez de la partie sombre de l'histoire. On passe beaucoup de temps à parler de la rencontre entre Maurizio et Patricia, mais on parle très peu de qu'est-ce qui se passe après leur divorce ou alors même pendant le procès, et ça aurait été super intéressant. En plus, j'ai eu du mal à voir Jeremy Irons aussi malade. Bon, après ça c'est personnel parce que j'avais adoré Jeremy Irons, que ce soit dans Die Hard ou même sa voix dans Le Roi Lion est juste incroyable. Et donc le voir affaibli à ce point, maladif, gris, c'est un choc. Heureusement qu'Adam Driver est là pour nous livrer une magnifique performance, il est toujours aussi beau, charismatique. La différence entre Lady Gaga et lui m'a gênée, parce que c'était comme s'ils jouaient sur deux différentes partitions de musique. Ils avaient pas le... C'est même pas qu'ils avaient pas le même niveau, c'est que ils ne collaient pas ensemble en fait. Par exemple, si vous prenez Bradley Cooper et elle, dans The Star is Born, ils vont mieux ensemble que Adam Driver et elle, en référence. On a une certaine atmosphère qui nous est livrée, tantôt romantique, tantôt stressante, voire étouffante. Pour les décors, c'est des décors qu'on aurait pu retrouver à l'époque de l'histoire, donc c'est plutôt fidèle. J'avoue que les tenues, c'est toujours époustouflant. Et j'ai bien aimé me plonger dans cette histoire. C'est un film que je recommande aux fans de mode, aux gens qui veulent passer un bon moment sans prise de tête. Mais si vous cherchez un film plein de sens, je vous recommande surtout celui qui va suivre. Alerte rouge. L'héroïne de ce nouveau film d'action signé Disney Pixar est une jeune sino-canadienne de 13 ans, Maylin. Elle est joyeuse, fière d'être considérée comme une ado, sentiment d'ailleurs partagé par beaucoup d'autres jeunes de son âge. Elle est tiraillée entre la reconnaissance qu'elle reçoit de la part de ses parents et la liberté qu'elle obtient lorsqu'elle est avec ses amis. Maylin jongle entre le collège et le temple familial, au sens propre du terme. Elle dissimule à sa famille une information cruciale. Elle s'intéresse aux garçons. Oh, et elle les observe sous un œil nouveau. Elle est même fan d'un boys band qui s'appelle les Four Towns. Bon, ce qui est ridicule dans ce titre, c'est qu'en fait ils sont 5. La puberté n'est facile pour personne et la protagoniste, elle, n'est pas épargnée du tout. Du jour au lendemain, ses émotions prennent de l'ampleur et dès qu'elles sont un tantinet trop fortes, Maylin se transforme en panda roux géant. Oui, vous avez bien entendu, en panda roux géant. Alors difficile de rester calme et de cacher cette situation, il dissimule sa douleur et sa gêne ainsi, mais la vérité triomphe toujours et son secret est dévoilé à tous. Heureusement, il existe une solution à son problème. Lors de la lune rouge 1 mois plus tard, elle pourra être dissociée de sa part sombre lors d'un rituel, et ainsi enfermer le panda à tout jamais. Cela semble la meilleure option, et le temps lui paraît si long jusqu'à cette échéance. En parallèle, elle apprend que le groupe qu'elle adore va jouer dans sa ville 5 jours avant le rituel et il lui faut y aller. À partir d'ici, tout dérape. Maylin se sert de son allure de panda roux géant pour soutirer de l'argent aux fans de son pelage, qui sont exclusivement dans son collège, tandis que ses amis et elle récoltent des fonds. Objectif 800$, soit l'équivalent de 4 places à la représentation. Bien entendu, rien ne doit arriver aux oreilles de la mère étouffante et coincée de Maylin, qui pense d'ailleurs que sa fille sait maîtriser son panda. La question que le film nous invite à nous poser est: faut-il réellement maîtriser son panda, cette part sombre?
Ne faudrait-il pas plutôt apprendre à vivre avec nos anxiétés et les accepter, à s'en servir comme une force et une différence assumée? J'ai adoré ces métaphores qui nous parlent surtout du physique qui change avec l'adolescence, ou encore des secrets et des émotions qu'on enfouit. C'est aussi un film sur la diversité. Mayline a beaucoup d'amis qui sont tous originaux et différents, et ça c'était vraiment bien. Moi j'aime bien dire que ici les deux familles sont représentées. Ce que j'entends par les deux familles, c'est la famille de cœur, celle qu'on se choisit avec le temps, et la famille de sang. La question c'est quelle part doit prendre chaque famille dans la vie de Mayline? Quelle part doit prendre ses émotions dans la vie de Mayline? C'était super intéressant. J'avais beaucoup entendu parler de ce dessin animé et je l'attendais avec impatience. Alors si les 10 premières minutes m'ont déçue parce que la vie trop parfaite et lisse de l'héroïne m'a gênée, je me suis dit mais on n'est pas dans une comédie musicale. Et ben en fait à la suite on a beaucoup de rebondissements intéressants et importants pour l'intrigue. La réalisatrice Domichi, elle disait dans une interview qu'elle s'est inspirée de sa propre adolescence. Ce côté autobiographique, on ne le sent que très peu. Elle nous disait aussi, le panda roux, ce sont toutes ces pulsions qui vous submergent quand vous avez 13 ans. J'ai trouvé que ces propos, ils illustraient parfaitement le message qu'elle a voulu transmettre à travers ce film. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le physique de Mayline change un peu des autres princesses ou des autres personnages Disney. Elle est un peu atypique quand on la compare aux autres personnages féminins Disney. J'ai passé un très bon moment en tout cas. J'ai adoré pleurer et rigoler devant Disney+. C'est encore un beau dessin animé que l'on doit à Pixar. J'adore Pixar et que je vous invite à regarder en famille ou entre amis, c'est toujours mieux pour rigoler et pour pleurer ensemble. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Alors, en attendant un nouvel épisode, n'hésite pas à suivre ce podcast, à t'abonner à mon blog, à commenter, partager, faire du bouche à oreille, ça sert aussi beaucoup pour que le plus de personnes puissent entendre mes avis et puissent discuter, parce que moi, le but avec ce podcast, c'est aussi qu'on discute ensemble. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, bon visionnage et bonne lecture.